Où suis-je? Où vais-je? Comment se représenter mentalement l'espace? Mais quel espace? Je suis là. J'ai vu le monde. Je le découvre. Je l'apprécie et l'examine. J'apprends à me situer, à m'orienter. Comment je perçois et me représente l'espace? Qu'est-ce qu'une carte? Et le mental, c'est quoi? Ouvrons un dictionnaire. Carte. Feuille de carton mince, plus ou moins flexible, destinée à divers usages. Il y a les cartes de jeu, les cartes bancaires, les cartes des géographes. Une chose est certaine, elle ne semble être que matérielle. Mental. Du latin mentalis signifiant esprit. Deux définitions sont proposées. La première est relatif aux fonctions intellectuelles, au psychisme. On peut donc parler d'état mental, de maladie mentale. La seconde est qui se fait exclusivement dans l'esprit, sans être exprimé à haute voix ni écrit. Le paradoxe est déjà là, le matériel s'oppose à l'immatériel. Cependant, les cartes mentales sont multiples. Mais quelles sont-elles? Prennent-elles des formes différentes les unes des autres? D'où viennent-elles? Comment se les crée-t-on? Il est certain que les cartes mentales passionnent les chercheurs en psychologie, en sociologie, en épistémologie, mais qu'en est-il pour le géographe? Avant d'écrire la Terre, le géographe la pense. Cela représente mentalement. Nous verrons dans un premier chapitre ce que sont les cartes mentales pour le géographe. Dans un deuxième chapitre, nous tenterons de mieux comprendre leur création. Le fait de savoir pourquoi nous nous faisons des cartes mentales sera traité de manière implicite tout au long de notre essai. On voit le sujet, une carte de l'Europe, je vote tous les toponymes. Vous avez 20 minutes, pas une de plus, il est donc 15h32 et 47 secondes, vous avez jusqu'à dans 20 minutes. Qui, durant sa scolarité, n'a pas été confronté à ce type d'exercice? Alors, est-ce que vous pouvez me dessiner une carte mentale de Chambéry? Est-ce que tu peux me dessiner l'Europe? La carte du monde. Oui. Oula! Bah, tu me fais un plan de la Clusaz et tu décris l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une carte mentale de la France? Est-ce que tu peux me dessiner le monde? La France. La ville où t'habites. Ce type d'exercice évalue la capacité d'un individu à mémoriser et à retranscrire l'organisation de divers éléments sur un territoire donné. Selon Christian Jacob, deux visions s'opposent. Celle du myope, la personne se focalise sur des détails et ne fait que trop peu attention à l'organisation générale d'un espace. Et celle de l'oiseau, qui schématise un espace de manière abstraite et minimale. Dans les deux cas, pour Christian Jacob, un tel modèle est par définition individuel et ne peut être communiqué qu'en étant matérialisé. Bien que, tenter de décrire cette carte ou de la projeter géographiquement, c'est l'assujettir à des logiques qui, au sens propre, la dénaturent. Autrement dit, est-ce qu'une fois retranscrite, la carte mentale ne perd pas son aspect originel? Le paradoxe du matériel et de l'immatériel est à nouveau souligné. Deuxième étape, premier réflexe, Google. Tiens, Wikipédia me dit que ce sont des cartes conceptuelles. Elles se composent donc de concepts, de liens et d'exemples. Formalisées par le psychologue anglais Tony Buzan en 1971, elles permettent de formuler des interrelations entre divers concepts appuyés d'exemples, schématisant ainsi la complexité. Je cherche encore? Ah, génial. Une vidéo me résume ce qu'est une carte mentale. Pour Amy Bachelet, les cartes mentales, mind map ou encore carte heuristique présentent 4 objectifs majeurs. Représenter et organiser l'univers d'une question de départ. Fournir une image plus parlante à l'esprit quand le langage écrit et oral atteint ses limites. Faciliter l'apprentissage et l'appropriation de concepts difficiles. Enfin, c'est un outil de communication très utile. T'as compris?
Non, pas... Ah, ok. Bref, c'est super pratique, mais c'est pas de la géographie. Oui. Mais du coup, quand les cartes mentales viennent de notre imagination, par exemple, quand on lit un livre et qu'on se représente l'environnement, c'est quoi? Est-ce que c'est une carte mentale? Oui, question très pertinente. On peut considérer que la Terre du Milieu, dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, est une forme de carte mentale. Salut Saint-Esprit, c'est Gaspard. Oui, Bah voilà, je voudrais un petit renseignement. j'écoute. T'aurais l'adresse d'un Toys R Us? Il y en a un à la Défense. Ok, on y va, merci. La carte de l'île d'Utopia de Sir Thomas More en est une autre. Le lecteur spatialise les différents personnages dans un environnement décrit par l'auteur. Les lieux sont alors perçus, mais non vécus. Les cartes mentales des espaces imaginés sont à prendre en considération dans notre étude, mais ne sauraient constituer un fil directeur. Oui, donc la géographie étudie majoritairement des espaces concrets. La géographie s'apprend par les pieds, comme disait notre ami Raoul Blanchard. Les limites de nos sujets sont posées. Étudions donc les cartes mentales en géographie. Le concept des cartes cognitives de l'environnement, attribué à M. Tolman, signifie la représentation mentale qu'un individu se fait de l'organisation de l'espace dans lequel il se trouve. Pour Denis, les cartes cognitives sont une représentation intériorisée de l'environnement, de ses propriétés métriques, de relations topologiques entre les sites qui les composent. Illustrons ce concept en reconstituant l'expérience faite par Rieser, Guth et Hill en 1986, qui ont mis en scène des sujets aux yeux bandés, entraînés à se déplacer d'un point de base vers 3 autres endroits d'une pièce. On constate que les sujets sont capables de se déplacer tout seuls, rapidement et facilement, non seulement du point de base vers les 3 autres points, mais également de n'importe quel point vers n'importe quel autre des 3 endroits de la pièce. Cette expérience montre donc que tous les individus se font consciemment ou inconsciemment des cartes mentales. De plus, la vue n'est pas le seul sens qui nous permet de se déplacer dans l'espace et d'établir des cartes mentales. Comment feraient les aveugles autrement? Un individu produit donc des cartes mentales en fonction de tous les éléments sensoriels et matériels qui l'entourent. Tentons de savoir comment se les fait-on. Oui, donc c'est une géographie qui voit le jour dans les années 60. À travers ce champ géographique, nous cherchons à analyser l'espace et les comportements des individus à travers le prisme de la perception et de la représentation. Les problématiques récurrentes en géographie de la perception sont: comment l'individu perçoit-il l'espace? Comment se représente-t-il et pratique-t-il l'espace qui l'environne et qui lui sert de support dans sa vie quotidienne? Les comportements des individus dans l'espace sont-ils liés à leur représentation? Enfin, comment ces représentations s'élaborent-elles? Ce courant géographique va donc clairement nous aider à mieux comprendre les processus d'élaboration d'une carte mentale. Donc de la perception au comportement spatial d'un individu, influencé par sa propre carte mentale, la marche est longue. En simplifiant, on peut dégager 3 étapes mentales, 3 processus, nous permettant de nous accaparer un espace et d'y évoluer. Ce cheminement personnel est influencé par bon nombre de paramètres. Ces 3 étapes se font généralement inconsciemment. Première étape, la perception. Elle est sensorielle, donc liée à la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et parfois même le goût. C'est un mécanisme psychophysiologique par lequel l'individu reçoit des informations directes sur son environnement. Comment tu vas faire pour venir jusqu'ici? La cognition. C'est un processus durant lequel l'information, issue de la perception,
va être synthétisé pour en extraire des connaissances utiles et mémorisables. L'individu va donc filtrer l'information en fonction de son importance subjective, rendant intelligible la complexité de son environnement. Troisième étape, la représentation de l'espace. C'est à partir de ce moment que l'individu se crée une carte mentale, consciemment ou inconsciemment. La représentation est un processus d'élaboration mentale qui transforme la réalité en image du réel et lui donne ainsi une signification particulière. Cette étape est donc celle qui doit retenir le plus notre attention. Elle remplit une double fonction. Tout d'abord, elle instaure un ordre dans la complexité de l'environnement en le simplifiant et en le systématisant, afin que l'individu puisse exercer des actions dans son espace. De plus, elle assure la communication entre les membres d'un même groupe social en leur fournissant un code commun pour nommer, se référer et surtout définir leur réalité. Normalement, il doit y avoir un trait là au milieu. Un trait. Ouais, c'est l'équateur. Je fais l'équateur, bah ça passe par là. Ça passe en Afrique. Ouais. Vas-y, on va. Paris. Ouais, Paris, Lyon, Marseille. Paris, là. Ouais. Là, il y a chez Hamid, en face des galeries. Nous avons vu ici 3 étapes chronologiques dans l'élaboration de notre carte mentale. Il faut ajouter à celle-ci 3 dimensions subjectives en interrelation. La dimension structurelle s'intéresse, comme son nom l'indique, à la structure même de l'espace mentalement cartographié. Elle s'attarde sur les limites, les points, les axes de ces espaces. Elle ne suppose pas pour autant de contact direct avec l'environnement. C'est à travers cette dimension que l'individu va s'instaurer mentalement des repères géographiques, qui désignent des éléments constants et fixes présents dans l'environnement. Ces repères géographiques sont généralement communs à plusieurs personnes. Quartier international, c'est au-dessus. C'est un peu au-dessus de la gare, quartier des Nations avec la chaise cassée. Ouais, ça c'est quoi? Le crayon. Ouais, on fait quoi dans un crayon? C'est un lieu de travail. Le patrimoine peut, dans beaucoup de cas, constituer un repère géographique. C'est la France, avec le Mont Saint-Michel. La dimension fonctionnelle, quant à elle, est liée à la pratique que nous avons de cet espace, à nos habitudes. Le PMU, hop, hop. Cette dimension varie en fonction des connaissances que nous avons de l'environnement. Plus on connaît notre environnement, plus nos déplacements seront efficaces. Ici c'est Bel Air. Ici il y a tous les trams quasiment qui se convergent. Il y a les éléphants par là. Avec les lignes de bus. Enfin, la dimension subjective. Elle est liée à la valeur personnelle que l'on accorde à un espace. En remontant, j'aurais la police. Bon, fréquentable. Ouais, je cherche parce que l'Asie c'est gros. L'Océanie c'est dur parce qu'il y a 10 000 petites îles. Ah, là il doit y avoir Mayotte, non? On a oublié les dom-toms. Ça, c'est pas en France. Derrière, il y a Midas, les enfoirés. C'est alors qu'intervient la géographie humaniste. Cette branche de la géographie place également l'individu au cœur de ses questionnements. Elle cherche à comprendre les liens affectifs entre un individu et un espace. Oui? Excusez-moi, mais quel rapport avec les cartes mentales? J'y viens. Cela explique partiellement qu'un individu ne prend pas forcément le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B. Les distances euclidiennes sont filtrées et parfois mises de côté par tous les paramètres vus précédemment. Comme vous l'imaginez, la représentation spatiale, autrement dit les cartes mentales, vont en partie se construire en fonction de notre affect, de notre lien avec tel ou tel espace. En somme, ces dimensions, ajoutées aux différentes étapes d'élaboration d'une carte mentale, mettent donc en avant le caractère personnel et individuel des cartes étudiées. Analyser nos processus de représentation de l'espace peut alors se faire de manière diagonale. La variation d'échelle en géographie est indispensable. Demandons-nous alors comment une personne se positionne mentalement dans le monde.
De l'individu à sa propre civilisation, l'espace est souvent égocentré. L'individu construit ses représentations en fonction de sa propre position, de son espace de vie et de ses mobilités. Le schéma montrant les coquilles de l'homme d'après Romer et Mauls met en avant le rapport entre la fréquence des déplacements et la distance de ces déplacements pour un individu. La pièce est le lieu le plus intime. En général, c'est un espace valorisé car on l'a aménagé, fabriqué. Mentalement, c'est l'espace le plus facilement cartographiable. La ville, c'est l'espace de vie hebdomadaire ou quotidien. Sa représentation mentale varie en fonction de critères multiples, tels que la superficie ou sa morphologie. À cette échelle, on remarque que l'individu tend à se positionner mentalement au centre-ville. Dans ce schéma, on remarque que les individus X et Y habitent statistiquement en dehors du centre-ville. Cependant, la représentation mentale de ces deux personnes place le centre-ville dans leur espace vécu quotidiennement. L'environnement direct de l'individu est lui aussi égocentré. Toi, tu habites où? Normalement, j'habite ici. Parce que là, je dessine de ma vitre. Quand tu es à la maison. La région, à présent. C'est un espace en général vécu de par sa proximité. Elle constitue un lien social important entre ses habitants. Remarquons dans ces cartes que l'individu juge l'autre de par son origine géographique, sans pour autant le connaître. Le stéréotype est dans ce cas lié à la provenance de l'individu. Les populations portent un jugement moral sur l'autre tout en s'égocentrant. Ainsi, celui-ci place son espace de vie au centre du territoire national et définit en partie ses propres normes en fonction de son espace vécu, de son espace égocentré. Enfin, le vaste monde. Espace fréquemment imaginé, fantasmé, rêvé, c'est l'espace le moins pratiqué et le plus difficilement cartographiable mentalement. C'est dur de faire l'Europe. Une chose est certaine, celui-ci est aussi mentalement égocentré. Au niveau religieux et culturel, cette égocentralité se remarque également. La Mecque est pour les musulmans le centre du monde. Pour les catholiques et les juifs, Jérusalem en est un autre. Mais monsieur, dans ces cas-là, il y a des cartes conceptuelles collectives. Nous avons énormément insisté sur le caractère très personnel et subjectif des cartes mentales. Cependant, certains chercheurs tentent d'assembler plusieurs cartes mentales dans le but d'extraire des modèles de cartes cognitives environnementales collectives. Langfield Smith en a établi certaines suite à des études effectuées dans le cadre de lutte contre les incendies. Deux limites sont à mettre en avant afin de mieux comprendre la conclusion que l'auteur fait sur ce type de carte. La première des limites est que dans un groupe, les relations de pouvoir sont inégales. Certains sujets n'osent que trop peu s'exprimer, alors que d'autres le font aisément. Le rapport dominant-dominé vient considérablement atteindre et influencer la représentation collective d'un espace. La deuxième est que les différents individus ne s'entendent pas forcément sur la signification des éléments cités lors de l'élaboration de la base de données permettant la mise en forme de la carte mentale collective. C'est quoi la chaussure, Lily? La chaussure, c'est ça, parce qu'il dit que c'est une forme de chaussure. Gaga. Constituant un groupe, on constate que certains éléments de leur propre carte mentale se recoupent. Avec le temps, les sujets communiquent de plus en plus, font des rencontres. On s'aperçoit alors que les éléments qui se recoupent sont de plus en plus nombreux. Cependant, la conclusion établie par Langfield Smith est que une carte collective n'est pas une structure durable. Elle correspond à une cognition collective transitoire. Il est 15h52 et 47 secondes. C'est fini. C'est fini, monsieur. Joli coloriage. Imaginatif. On peut alors émettre l'hypothèse que les cartes mentales ne sont que transitoires. Elles sont constamment en mouvement,
en recréation. Concluons sur la phrase de Changeux, nous disant « L'objet mental, par définition, est un événement transitoire ».